Bonsoir, bienvenue, ravi de vous accueillir nombreux à l'Asté du Vin pour ce grand entretien avec Florence et Daniel Catiard. Nous sommes très heureux de vous retrouver et d'accueillir ces invités à l'Asté du Vin. Nous avons ce soir, donc après la rencontre, vous aurez la possibilité de poser des questions, si vous le souhaitez, à nos invités. Et puis nous nous dirigerons à l'étage, au premier étage, dans les salons Lafayette, pour déguster un verre de vin de nos invités en leur compagnie. Cette rencontre est animée par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Et ces grands entretiens ne pourraient pas avoir lieu sans le soutien de notre mécène Keops Technologies, qui nous soutient sur tout le cycle des grands entretiens. Et ce soir, nous avons d'ailleurs l'honneur de saluer la présence du fondateur et président-directeur général de Keops Technologies, Nicolas Leroy-Floriot. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je laisse la parole à Jérôme Baudouin. Mes voeux. Bonne et heureuse année 2022. Vin, 2, le début du partage, un vin et 2, voilà. On démarre bien. On peut mettre 3 parce qu'il y a Omicron en plus. Si je vous parle de Smith Olafite, le nom résonne un petit peu comme une success story à Bordeaux. Mais derrière le nom de ce cru classé se dévoile l'aventure d'un couple qui est assez hors du commun. Ensemble, ils ont été tour à tour skieurs de l'équipe de France, époque Kiddy. Belle époque, 68, 3 médailles d'or. Entrepreneurs à succès avec Go Sport, avant de s'installer à Martillac avec le même goût d'entreprendre. En 30 ans, ils ont réussi à faire de Château Smith Olafite l'un des crus les plus connus de Bordeaux et un symbole de l'œnotourisme, tout en développant une viticulture plus respectueuse de l'environnement. Une aventure humaine pleine de rebondissements, vous allez le voir, vécue tout chousse, qu'ils vont nous dévoiler ce soir. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Florence et Daniel Catiard. Ça marche. En principe, ça marche. Bonjour et merci. Et ça nous fait plaisir de vous voir parce que d'habitude, ils sont presque aussi vieux que nous, ceux qui viennent nous voir, là, les grands dégustateurs internationaux. Et là, je vois qu'il y a des jeunes têtes et c'est sympa. Il y a pas mal de jeunes, oui. Ça veut dire qu'on aura un public, même après nous, et c'est important de voir que la relève des grands vins est assurée. Exactement. Oui, ben c'est nous d'ailleurs. Je crois que c'est notre force. Enfin, je sais pas, parce que on arrive à voir beaucoup de monde chaque année et c'est notre plaisir parce que d'être paysan le matin, mais d'être aussi en interaction directe avec ceux qui boivent le fruit de notre terre. Mais on va en parler au fur et à mesure de la soirée. Mais pour débuter quand même, il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant, c'est quelle idée vous avez eue de quitter les sommets des Alpes pour venir dans les Graves bordelaises. Tu veux parler? Daniel. Oui, c'est un... Pardon. Bonjour tout le monde. C'est effectivement un parcours que je n'avais pas du tout prévu. Mais bon, la vie se déroule souvent, presque tout le temps d'ailleurs, de manière très différente de ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, moi, je n'imaginais pas quitter mes montagnes. Et pourtant, aujourd'hui, je suis à Bordeaux et je m'y trouve très bien. Alors, il y a des grands arbres autour de chez moi, donc ça me donne l'impression de relief. Puis c'est un peu vallonné, donc... Ça me suffit, ça me plaît. Olafite, haute colline. Hein. Enfin, je pense que les collines de Bordeaux. Oui, enfin, quand ça n'a rien à voir avec l'Everest, quand même.
Mais c'est toujours un plaisir aussi pour moi de retourner faire du ski et je ne m'en suis pas privé à Noël. Oui, ça j'ai appris. Et vous avez visité plusieurs propriétés de différentes appellations du Bordelais avant de vous installer à Smith. Et je me souviens qu'un jour, vous m'avez dit, on a choisi de se mettre à Smith parce qu'on était proche de la faculté d'œnologie, de l'INRA, et qu'on aurait les meilleurs spécialistes à proximité parce que nous, on n'y connaît rien en vin et on pourrait les interroger. Oui, c'est vrai, on était très inquiets parce que, certes, on avait bien vendu nos affaires, donc on avait du répondant hein, et on pouvait acheter quelque chose de beau, mais on se trouvait dans un pays où on ne connaissait personne et dans un métier qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc, le fait d'être à côté de toutes ces institutions du vin, le fait d'être au milieu des grands vins de Bordeaux, c'était pour nous un grand réconfort. J'aurais eu du mal à me mettre dans un endroit tout seul à la campagne. Au fin fond du Médoc, par exemple non Médoc encore, c'est un nom qui sonne, mais il y a des endroits qui sont moins connus. Et j'appréciais effectivement de pouvoir avoir toute cette aide sur place. Et puis le fait de faire du blanc et du rouge, c'était aussi comme un fusil à deux coups. Je me disais, si je me rate sur le rouge, ben, j'aurai le blanc. Si je rate sur le blanc, j'aurai le rouge. Deux solutions plutôt qu'une. Donc j'étais dans ce mental d'essayer de vouloir réussir, mais de me donner les chances de pouvoir le faire. Alors vous arrivez en 92 90. Mais Daniel s'est installé là en janvier. Et moi, à l'époque, j'étais vice-présidente de McCann, une grosse agence de communication qui était sur Paris et sur New York. Et donc, je devais rester encore 3 ans. Et au bout de la première année, j'en pouvais plus parce que prendre l'avion du matin et revenir le soir dans les dîners bordelais où il y a le quart d'heure bordelais, mais moi j'arrivais à 9h du soir et il y avait ma place vide au milieu d'une table de 18, c'était l'horreur. Et en plus, les gens voulaient voir qui étaient ces farfelus qui avaient remis dans un patrimoine privé. Il faut penser qu'à l'époque, il y avait pas les Chinois encore, mais il y avait des Japonais et il y avait déjà les compagnies d'assurance. C'est ça. Et en fait, c'était avant que Pinault achète la tour, avant que les vignobles deviennent des œillets à la boutonnière des grands billionnaires de la planète. Nous, on avait quand même tout remis sous les pieds. Bon, on avait bien vendu, mais on n'avait que 20% de nos affaires. Hein, donc, c'était quand même pas si énorme que ça. Et les gens voulaient nous voir par curiosité, mais par curiosité un peu méfiante. Ouais. D'ailleurs, tout ne s'est pas passé. Enfin, on peut imaginer, enfin, quand l'extérieur voit un investisseur arriver sur une propriété, qui a des moyens, il se dit bon, bah, de toute façon, tout roule, il a l'argent. Vous, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que vous arrivez en 90, très beau millésime. Oui, mais ça, c'était pas nous qui l'avons fait. On est arrivé le millésime était en fait 1er janvier, quoi. Voilà. Mais bon, vous avez quand même vécu des millésimes qui étaient pas franchement faciles. Oui, 91, 92, 93. 91 de gel, 92. Il pleuvait bien tout le temps. Mes grands voisins, mes pères, qui nous voyaient venir avec un peu de scepticisme, nous disent mais Catiard, avant que vous arriviez, tout allait très bien. Bon, on a dit, bah, écoutez, oui, ça va aller bien, vous allez voir. Et maintenant, on fait partie des meubles, si vous voulez. C'est-à-dire que 31 ans. C'est ça. On est vraiment partie prenante de l'appellation. Mais c'était au début. Puis alors au début, on était plein d'idées qui maintenant sont à la mode et qui n'étaient pas du tout. Parce que moi, je me souviens, j'avais un père prof de philo, mais qui était complètement imprégné des théories de Thoreau, de Walden. Il voulait m'appeler nature, c'est tout dire. Et on n'avait jamais porté de fourrure. Ma fille était en train de se dire qu'elle voulait faire des crèmes. Après, c'est devenu Caudalie, mais elle parlait déjà de crèmes naturelles, sans parabènes, etc. Et on est arrivé là, on a dit, nous, on va être bio.
Et on ne se rendait pas compte qu'un vignoble qui était quand même un vrai glacis chimique, C'est ça. ça se fait pas en claquant des doigts. Et à l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait pas tous ces produits qu'on peut avoir maintenant, du compost bio, des choses préparées. Nous, on a mis 5 ans à faire notre compost organique. Ça a l'air de rien, mais quand vous supprimez la drogue d'une vigne qui est habituée à avoir beaucoup de phosphate, beaucoup de nitrates, et à l'époque, les gens pensaient qu'on était un peu pionniers parce qu'on pensait que le sol n'était pas juste un substrat neutre sur lequel il fallait nourrir la liane vigne pour lui donner de la force. On voulait déjà que ça vive, qu'il y ait des lombriques, etc. Mais c'était une erreur absolue parce que on a supprimé la drogue de nos vignes et elles se pouchaient tellement qu'elles en pouvaient plus. C'est comme un drogué à qui on coupe c'était une catastrophe. drogue. Catastrophe. On y a été un peu trop fort. Beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Et après, on a fait des stop and go. Et c'est depuis 2009-2010 qu'on a vraiment pris un courant qui nous porte. Enfin bon, on a fait quand même la moitié de la récolte en 13, moitié en 18 et un peu mieux que la moitié en 21. Ça n'impacte pas la qualité, le mildiou, mais ça impacte sacrément la quantité. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment, parce que les premiers millésimes sont quand même difficiles. Moi, je me souviens, vous m'en avez parlé, c'était à chaque fois vous remettiez de l'argent au pot pour essayer de rééquilibrer l'entreprise. Il fallait, on fera pleurer personne, mais on a vendu le bateau à voile, on a vendu la résidence secondaire. C'est ça. À chaque millésime, il fallait remettre. Et vous êtes arrivé en slip quasiment en 95. Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a fait d'abord, qui vous a convaincu de rester? Qu'est-ce qui vous a dit, ben voilà, faut qu'on tienne, on tient, on pense qu'on a une pépite et on y va. Qu'est-ce qui fait c'est le goût d'entreprendre, c'est le défi, c'est le... Oui, on avait des ambitions énormes, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on voulait faire. On voulait faire un vin de très très grande qualité et on savait que ce qu'on avait acheté n'était pas au départ prêt à donner cette qualité. Donc, à part le terroir. Donc, Florence l'a dit, les sols, tout ça, il y a eu beaucoup de travaux de fait là-dessus. Les vignes ont été replantées, plus serrées. Toutes les normes les plus extrêmes pour avoir la qualité la plus ultime ont été prises au départ. Et je savais très bien que ça prendrait du temps. Donc j'étais patient. Moi, je suis plus patient que Florence. Donc, on n'a pas le même rapport au temps, pas du tout. Florence, au bout de 3 ans, elle me disait on est ruiné, il faut qu'on rentre. J'ai dit non, attends, ça ne fait que commencer. Et quand a eu lieu le début du succès, en fait, quel millésime vous a fait? 1995, grand blanc, 95. Grand rouge, double bingo là. Et là, on a été émerveillés de voir que la place de Bordeaux qu'on connaissait peu et qui nous ignorait s'intéressait à nous. Il y a eu les premières bonnes notes. C'est ça. Tout ça. La RVF a fait un article sympa sur nous. On s'en souvient encore. Et oui, il nous avait dit les Rothschild avec une pioche. C'était le titre. Et les Rothschild, c'était. Ça nous plaisait bien. On s'est dit, on aimerait bien tes Rothschild. On est un peu taquin quand même à la RVF, toujours. Et là, du coup, à partir de 95, là ça évolue fortement parce que 95, c'est un grand millésime pour le blanc-rouge, mais il y a aussi la naissance d'un autre. 95, j'ai vu que c'était la naissance de Caudalie. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ça, Caudalie? Ça, c'est pas tellement notre affaire. Enfin, au début, parce que bon, ils aiment bien dire qu'ils sont nés de la cuisse de Jupiter, hein, nos enfants. Et c'est vrai que tout le monde travaille en couple dans notre famille, ce qui est plutôt original. Et so far so good, pour l'instant ça tient. Mais ils ont lancé ça et ils allaient en moto-trial avec un sac tyrolien, essayer de livrer des pharmaciens qui disaient « Ah oui, des pépins », qui leur rayonnaient. Oui. Mais on n'était pas très présents parce que nous, on était hyper pris par notre vignoble. D'accord. Mais comment vous commencez le bio et mal, trop fort. Trop fort. Là, vous reculez. Comment est-ce que vous gérez à deux? Et quelle place vous prenez? Enfin, comment vous gérez ça, le vignoble tous les deux? Comment ça se passe? Le rôle de chacun. Vous êtes un couple, mais... On se connaît bien quand même. On a travaillé ensemble beaucoup. On a skié ensemble. On a fait des études ensemble. Donc, il y en a un qui réfléchit en stratège et l'autre qui agit en primitif. Hein, mais bon. Mais il faut les deux.
toute façon. Mais non, au début, on se marchait un peu sur les pieds parce qu'on voulait tellement savoir comment ça marche qu'il fallait qu'on voit tous les domaines. Et puis, rapidement, les places se sont précisées en fonction du caractère. Florence a un caractère très extraverti. Elle aime les réceptions, elle aime le commerce, elle aime faire bouger les choses. Moi, je suis plutôt un garçon. Je préfère la technique, je préfère la finance, je préfère... On passe sa vie avec ces deux-là. Alors, on va en parler justement. Je préfère m'occuper de l'avenir. Voilà, donc les choses se sont spécialisées. D'accord. Et oui, on en voit deux, là, le chef de culture et le directeur technique. Et il y en a un des deux qui est quand même qui est un peu le troisième homme dans votre couple quand même, qui est Fabien. C'est Fabien. Quel rôle il a joué pour vous et quel rôle il joue ici Quand je suis arrivé, j'ai pris la décision d'embaucher des jeunes avec les meilleurs diplômes qu'on puisse avoir en matière agricole et en matière de vinicole, si vous voulez. Et donc, mais sans expérience. Et Fabien, quand il est arrivé, il passait de stagiaire à responsable pas tout de suite des vignes, mais tout de suite, quand même, sa formation lui a permis rapidement de prendre en compte tout le secteur vinicole et viticole. Et donc, sa place a grandi et aujourd'hui, il est directeur général de la société. Mais disons que c'est une confiance que j'ai faite à ces jeunes. Et puis, c'est une confiance qui a été bien placée parce qu'effectivement, ils se sont fortement exprimés, ils ont donné des directions qui ont été les bonnes et on a foncé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez deux filles, mais c'est un peu le garçon que vous n'avez pas eu quelque part. Il y a une complicité entre vous qui est quand même importante. Oui, c'est important. On aimerait bien quand même que nos filles s'intéressent davantage à ce qu'on fait, même si Alice, qu'on apercevait tout à l'heure, qui est maintenant hôtelière, puisqu'elle a les sources de Caudalie Bordeaux et elle a les sources de Cheverny dans la Loire, avec son mari Jérôme. Ils ont fait le DUAD tous les deux. Donc, et tous leurs copains, leurs meilleurs amis sont des restaurateurs étoilés ou pas. Enfin, ils ont un bon palais, ils connaissent bien le vin, mais leur assiette est pleine, quoi, parce qu'ils ont des ambitions. Bon, les chats font pas des chiens peut-être, mais ils ont envie de faire un bel établissement de nos tourismes plutôt élitiste quand même, avec plusieurs restaurants, peut-être plusieurs piscines, un grand spa, Caudalie quand même, parce que l'autre partie de la famille fait des crèmes, et des soins plutôt, des laboratoires. Et donc ils veulent s'installer à terme, s'ils le peuvent, en Bourgogne, en Alsace, ça va remplir une vie ça. En Champagne, pourquoi pas, et en Provence. Et après, ils ont fini la boucle, je crois. Enfin, voilà, ils ont un projet. Et ils savent que les grands hôteliers comme Accor, tout ça, ils n'iront pas les chercher là-dessus. C'est trop compliqué ce qu'ils font. C'est des hameaux. C'est du sur-mesure. C'est trop compliqué. Oui. Et les sources de Caudalie sont nées quand parce que ça jouxte le château. En 2000. En 2000. En 2000. Et au début, c'était un désastre. Hein. C'était une idée de qui On était très angoissés parce que lancer un complexe comme les sources de Caudalie à Martillac, où il y avait, à l'époque, il n'y avait pas de restaurant, il y avait un petit bistrot, c'est tout. Puis à l'époque, la ville ne nous avait pas gagné. Aujourd'hui, on se disait, oh là là, est-ce qu'on arrivera à faire venir les gens ? C'est pas un endroit de tourisme du tout, ça ne l'était pas. Et donc, je me souviens, c'est là qu'on a acheté la première sculpture, qui est le lièvre de Larry Flanagan, parce qu'il s'appelait Hospitality. Donc on s'est dit, oh là, voilà, Hospitality, ça va nous porter chance. C'est pour ça qu'on a mis cette sculpture à cet endroit-là. Et je me souviens d'un collègue vigneron qui me dit, mais tout ce que tu as fait, tes réparations, tout ce que tu as fait, c'est bien, mais alors ce lièvre est affreux, et pourquoi tu l'as mis à cet endroit-là ? Je lui ai dit, écoute, je l'ai mis à cet endroit-là parce qu'on va faire un complexe de nos tourismes et on veut que ça nous porte chance. Voilà. Et il t'a dit, tu as lu La Fontaine ? C'est quand même la tortue qui gagne. Hein.
Et donc le début, c'est un peu la catastrophe, c'est ça Ben, au début, je crois qu'on a prouvé qu'on pouvait être de bons vignerons et que ça nous passionne, mais l'hospitalité, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Nous, on aime les gens qui aiment les bons vins. Même si on ne les voit qu'une demi-heure ou qu'une heure, on a un lien, une connexion qui se fait comme avec les œuvres d'art, qui nous parlent aussi, comme avec la musique. C'est important, hein, c'est polysensuel, sensoriel. Polysensoriel. Oui. Et sensoriel plutôt. Et donc, vous faites pas tourner qu'un peu de liquide rouge, hein, c'est votre cœur, le sang de votre terre, enfin, c'est le génie du lieu. Alors que l'hôtellerie, moi je me souviens, ça allait tellement mal parce que on était des hôteliers d'opérette, quoi. On avait embauché un double étoilé, mais dont la copine était à Collioure. Il n'était jamais dans ses cuisines et on était les seuls à pas le savoir. Enfin, on n'avait que des problèmes. Et de temps en temps, moi, je voulais aider. J'étais là, je me souviens, c'était l'hiver. Il y a une dame qui est arrivée qui m'a envoyé son vison dans la figure, quoi. J'ai fallu lui renvoyer. Enfin, je ne comprenais pas. Il faut aimer. Notre fille est beaucoup plus... elle aime les gens qui aiment l'hospitalité, l'hôtellerie. Nous, s'il n'y a pas le vin, on veut les connaître, mais on n'est pas... Enfin, c'est pas notre truc, quoi. On s'en est vite aperçu. Et ça, c'est quand Alice et son mari Jérôme Toubier ont pris la suite que ça a pu décoller. Enfin, lentement, parce qu'ils ont vécu quand même 4 ans dans une suite déclassée au-dessus de la cuisine qui était bruyante. Après, ils l'ont isolée, etc. Mais ils ont appris toutes les ruses du métier, quoi. C'est un vrai métier. Et c'est pour ça qu'on aurait... heureusement qu'il y a Fabien, parce qu'effectivement, ceux qui font des crèmes, ils font 20 fois notre chiffre d'affaires. Et ils habitent les avions. Et ceux qui font des hôtels, ils ont un projet, ils ont une stratégie. Et on va attendre les petits-enfants. Ça, on en parlera tout à l'heure. Et parce que dans votre projet, assez rapidement, il y a le bio d'un côté, mais il y a le no-tourisme, qui n'est pas une chose évidente. Au tournant des années 2000, on ne parle pratiquement pas de no-tourisme. On sait ce que c'est que d'accueillir des amateurs pour leur faire déguster un peu de vin et leur vendre après une caisse, mais un vrai accueil, comme vous le faites aujourd'hui, parce que je ne sais pas si tout le monde est allé à Smith, mais il y a le chemin des sculptures, il y a énormément de choses. Vous faites des dégustations personnalisées, on peut faire plein de choses à Smith, et puis en plus il y a mais on essaye l'hôtel. De se renouveler chaque année, c'est important. C'est ça. Hein. Quand on démarre, le mot no-tourisme n'existait même pas. C'est ça. Ça n'existait pas. Alors nous, on a pensé à ça parce qu'on était allé aux États-Unis, on avait vu effectivement les wineries californiennes, de la Napa, où il y avait effectivement beaucoup de visites, il y avait un tourisme lié au vin. Et alors j'avais vu ça aussi en Bourgogne. En Bourgogne, ça existe vraiment. Bien sûr. Il y a toutes les grosses voitures qui viennent de Belgique ou de Hollande qui s'arrêtent, qui font vivre cette région. Et à Bordeaux, curieusement, et surtout dans le coin où on était, à Martillac, il n'y avait rien de tout ça. Et puis tous les châteaux étaient fermés, surtout en Médoc, hein, le week-end. Or, les gens viennent en week-end souvent. Alors, on a été, je crois, les premiers à décider d'ouvrir 7 jours sur 7. Et ça, c'est important. Oui. Et ça a été important. C'était compliqué, c'était coûteux. Il a fallu former des gens. Mais ça nous plaisait, parce qu'on avait un gros lien, une connexion avec ceux qui venaient. C'était le vin. C'est toujours resté. Mais ça nous plaît encore de rencontrer des gens. On a eu, par exemple, là, on a eu beaucoup de Brésiliens et d'Américains. Pourquoi le Brésil ? Parce que je crois que la France a été le premier pays à ouvrir ses portes. Par rapport aux Brésiliens. Avant les États-Unis. Oui, c'était des gens qui avaient surtout des maisons aux États-Unis, ces Brésiliens. Et ils sont venus en France. Ils voulaient sortir du Brésil et finalement, on les a retrouvés
en petite partie aux sources de Caudalie. Oui, puis il y a eu une journaliste et elle a parlé de nous. Et alors, on a un vrai flux maintenant. C'est des gens très chaleureux, très sympathiques. Les Américains, nous, on a beaucoup traîné nos basques en Amérique. Moi, peut-être à cause de McCann déjà avant le vin. Et Daniel avec GoSport, parce qu'il faisait tous les salons sportifs pour les accessoires de ski. Et qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Et donc, on a beaucoup d'amis là-bas et ça nourrit notre relation avec l'étranger. Et puis maintenant, cette année, on a été très heureux de voir beaucoup de Français. Parce qu'on ne pensait pas que les Français nous suivraient comme cela, parce qu'on a quand même bousculé les hiérarchies. Et en France, on pensait qu'on aurait un public peut-être plus âgé, plus réservé aussi, plus réservé, qui n'aurait pas aimé, parce que le style de Smith n'est pas celui du Médoc, où c'est beaucoup de 19e siècle revu par Viollet-le-Duc. Hein. C'est ça. C'est très Carcassonne un peu. Enfin, non, mais c'est un style. Et nous, on est le dernier cru classé peut-être avant les Landes, et c'était des Bastides à l'époque. Alors on a refait le style un peu... Bastide. Oui, un peu. Mais c'est vrai que quand on voit Smith aujourd'hui, on a l'impression que ça a toujours existé comme ça. Oui, on a beaucoup travaillé pour ça avec les dessins de Léo Drouin. Léo Drouin, oui. Mais on a fait quelques ajouts. Comme chaque propriétaire, on s'est aperçu que ça fait quand même 656 ans que ce château d'un seul tenant, c'était pas un château, hein, c'était plutôt une économie vivrière. Hein. C'est ça. Et ça date de Verrier-du-Bosc. Et puis il y a eu une série de propriétaires prestigieux qui ont géré le vin avec plus ou moins de bonheur, avec des hauts et des bas, un peu comme tout le Médoc d'ailleurs. Et on s'inscrit dans cette lignée. C'est pour ça que pour nous, c'est important de transmettre plus tard. Voilà. Assez tôt, alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Daniel, vous cherchez des innovations à mettre au point dans le vignoble de Smith. Vous avez toujours des prototypes, des choses, enfin, le dernier cri qui débarque et tout. Et est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des exemples d'engins, de matériel que vous avez mis au point De trucs qui marchent ou de trucs foireux? Qui marchent. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Hein. Oui. Mais c'est le charme des prototypes. Il faut d'abord tester pour que... Mais moi, je viens de Grenoble. Grenoble, c'est une ville d'ingénieurs, d'informaticiens aussi. En tout cas, c'est une ville qui essaye de réfléchir et de se projeter dans l'avenir. Et donc, Bordeaux est en tout cas en ce qui concerne le vin, c'est très conservateur quelque part. Et notamment, tout ce système des classements fige un peu tout ça. Et donc, on en est vite rendu compte que pour s'en sortir, il fallait qu'on fasse des choses différentes et en essayant de faire meilleur aussi quand on le peut, bien sûr. Et alors pour ça, il y a bien sûr toutes les bases classiques qui sont la viticulture et le terroir qui sont absolument déterminants, mais il y a aussi toute la technique et toute la précision qu'on peut amener au vin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Par exemple, on a fait une tonnellerie. C'est une vieille technique. Anciennement, il y en avait beaucoup plus dans les châteaux. On s'est remis à faire ça in situ, de manière à pouvoir faire effectivement les barriques qu'on veut, qui correspondent exactement à notre vin. Et Fabien va tester le bois, il va mâcher les bois dans les forêts de Troncé, de Jupille, chaque année, parce que effectivement, on s'est aperçu que on pouvait vraiment améliorer. C'est tellement important nos barriques. Et avant, on avait toujours peur que les tonneliers un peu industriels nous passent dans des tunnels de séchage. Alors maintenant, c'est moins le cas, hein, parce que quand ils savent que vous avez un expert, ils font attention aussi. Et puis, on fait sécher 2 ans à l'air libre. Mais on utilise toujours quand même 15% de tonneliers extérieurs pour pas que le nôtre s'endorme, même si c'est un peu grâce à lui et aussi parce qu'on élève nos propres plantes, qu'on fait sécher, qu'on raffine et avec lesquelles on fait la biodynamie, puisque maintenant qu'on est certifié bio depuis
On n'a pas envie de se faire certifier en biodynamie parce qu'il y a tout un côté mystique qui n'est pas notre fait, mais quand même, on suit les flux de sève, on taille en fonction des phases de lune, et on s'aperçoit que c'est important d'avoir nos propres plantes parce qu'on fait beaucoup de phytothérapie aussi, Oui. de tisane, de décoction et de biodynamie. Donc on a trois grosses tisanières, oui, et un endroit aussi, un aérial où on fait sécher toutes nos plantes. Donc c'est à cause de ça et de la tonnellerie qu'on a été EPV, entreprise de patrimoine. Ça, c'est quelque part revisiter le passé et la tradition qui est très forte à Bordeaux et qui pour nous est source d'inspiration permanente parce que les Bordelais, ils ont quasiment tout essayé. Et puis souvent, ils se sont lassés, ou ils sont passés à autre chose, ou ils ont trouvé des solutions qui coûtent moins cher. Et nous, Florence et moi, on a beaucoup lu sur le vin, on a une bibliothèque considérable, et on s'est vraiment documenté, et on a puisé effectivement dans cette tradition. Par exemple, on est revenu à faire nous-mêmes notre compost. C'est assez traditionnel, mais bon, ça prend du temps, c'est compliqué, mais on le fait. Parce qu'on trouve que c'est bien. Donc ça, c'est tout un On versant. travaille nos blancs à cheval aussi, parce que le sol est plus fragile et que la pente est plus prononcée, donc il y a des problèmes enfin, on pourrait avoir des problèmes d'érosion, de compaction, et on a 7 chevaux sur place. Et d'ailleurs, Lionel et Julie, ils habitent aussi sur place. Alors parfois, ils ont la possibilité de louer leurs chevaux à l'extérieur, parce qu'ils ne travaillent pas tout le temps chez nous, mais parce que sur les rouges, franchement, sur les graves gunsiennes quaternaires, les tracteurs avec des roues très larges passent bien. Mais dans le blanc, c'est très utile. Mais sur les rouges, on aime bien quand même. Mais maintenant, en ce moment, en fait, si vous venez, vous verrez 3 lamas qui travaillent. Mais je sais bien. Parce qu'ils ont des fécaisses très riches. Et celui qui nous les a vendus dit qu'un lama vaut 8 moutons. Et comme, donc vous avez 24 moutons en 3 lamas. Ils mangent beaucoup. Et voilà. Et donc, mais ils ne peuvent pas travailler très longtemps parce qu'on reprend les traitements biodynamiques assez tôt. Et donc là, il faut qu'ils arrêtent dès qu'il y a les bourgeons. Les lamas ne mangent plus que les bourgeons. Donc, mais je pense que c'est pareil avec les moutons, mais enfin eux particulièrement. Mais c'est gracieux. Et puis le reste du temps, ils sont autour de notre maison. Voilà. Donc, on se casse la tête et on revient à la tradition. On prend souvent des solutions qui sont compliquées. Par exemple, les cuves en bois. Toutes nos petites cuves sont en bois. Il faut les maintenir. Bon, aujourd'hui, on a le fameux Karcher ou des tas d'autres choses qui permettent effectivement de travailler plus simplement, mais ça reste quand même beaucoup plus compliqué que des cuves en inox, bien sûr. Oui. Et on fait aussi nos variétés, c'est-à-dire qu'on fait des sélections massales et puis on va voilà, vous êtes propriétaire d'une île. Sur cette île, ouais. Il y a des l'endroit qui est marron. Il y a des vignes mères de porte-greffe. C'est un hectare qui servent de support pour regreffer les plants qui viennent de chez nous et qui gardent le caractère qu'on veut avoir. Sur nos 8 cépages, ouais. rouge et blanc, on en a déjà fait 5. Et c'est bien. Mais ça prend 12 ans pour arriver à avoir une vraie sélection massale. C'est ça, oui. Et là, alors on la voyait tout à l'heure, sur l'île, le fait que ce soit entouré d'eau, ça permet d'isoler les virus. Il n'y a pas de virose. Il n'y a pas de virose, voilà. Et comme elles sont, c'est des vignes mères franches de pied. C'est ça. Donc, alors, elles peuvent prendre le phylloxéra, mais les bois ne le prennent pas. C'est ça. C'est assez étonnant. Et puis alors, il y a des choses quand même qui sont complètement nouvelles et qui sont souvent inspirées de l'économie circulaire. Par exemple, un des premiers exemples, ça a été Caudalie, c'est-à-dire récupérer dans les pépins de raisin des polyphénols et leur donner une valeur à ces polyphénols plutôt que de les jeter et d'en faire une ligne de produits cosmétiques. Ça a été quand même un succès extraordinaire. On a voulu renouveler ensuite avec ce qu'on appelle notre chai furtif. Alors je voulais en parler de ça. Voilà. C'est-à-dire un chai qui nous permet de capturer le CO2 qui est émis lors de la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que... On voit les cheminées là.
Oui, voilà, on voit. Oui. Alors, ça veut dire que pendant la saison végétative, si vous voulez, les plantes progressent, bien sûr. Il y a des feuilles, il y a des fruits. Elle capte le CO2. Et donc, elles captent le CO2. Et ce CO2, on essaye de le récupérer au moment de la fermentation alcoolique. Et ça représente des tonnages importants. L'enjeu, c'est 20 tonnes. Jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à faire beaucoup plus de 12 ou 13 tonnes. Cette année. Mais bon, on n'a pas encore atteint l'objectif. Et vous en faites du bicarbonate, Oui, c'est ça? On fait 8 tonnes de bicarbonate. On fait du maintenant, bicarbonate. on le vend pour faire pousser cette fameuse on s'en sert pour la spiruline. Ah, spiruline. Oui, et pour engraisser en quelque sorte des algues. Des algues, oui. Qui adorent le bicarbonate. Bon, pourquoi pas. Donc elle part dans ce bassin d'Arcachon. Pour le bassin d'Arcachon. Faire autre chose. Il y a des producteurs de spiruline sur le bassin d'Arcachon. Je ne savais pas. Parce qu'ils viennent le chercher en camion. Ils partent à Arcachon. Il paraît qu'on utilise aussi du bicarbonate dans la fondue, mais c'est uniquement les Suisses qui font ça, pas les Savoyards. À mon grand désespoir, parce que si les Savoyards mettaient du bicarbonate dans la fondue, on aurait un débouché formidable. Et notre fille n'a pas voulu notre bicarbonate pour faire des boules dans le bain. En disant je ne vais pas ajouter 3 gouttes d'huile essentielle. Moi j'ai 7 brevets mondiaux. Non, c'est pas un produit assez sophistiqué pour Caudalie. Ok, donc on le vend pour faire de la spiruline. Voilà. Ah, c'est un autre marché. Voilà, il y a aussi tout un tas de nouveautés dont on parle beaucoup, les drones, les tracteurs électriques, toutes ces choses-là, bien sûr. On suit ça au jour le jour. Ah bah je sais que vous êtes à la pointe sur ces questions-là. Les marchands nous proposent ça tout le temps et on fait des essais. Alors moi, je peux te parler de ceux qui marchent moyen, c'est amusant aussi, oui. Parce qu'on a planté des arbres. Mais les arbres dans les vignes, alors il faut entendre les chauffeurs tracteurs. C'est pas simple. Hein. C'est ça. Ils font le décavaillonnage des arbres aussi. Ça nous plaît moins. Donc on a une quinzaine d'arbres. Bon, normalement, on avait prévu d'en planter 150. On va attendre un peu parce que de toute manière, on a planté une bonne dizaine de kilomètres de haies autour de notre forêt, autour de notre domaine, qui est encore une fois d'un seul tenant, mais 80 hectares, c'est long à cercler. Et ça marche, sauf que elles sont montées à 4 mètres de haut maintenant, et ça projette de l'ombre, et ça fait geler un peu les bordures. Et on offre ça avec une association Loi 1901 aux jeunes viticulteurs, et on a convaincu notre fille qui donne 1% pour la planète chaque année, Caudalie, parce que toute la famille donne pour la nature. C'est notre truc. Et donc, on a déjà cerclé pas loin de 18 ou 20 viticulteurs, mais il y en a pas mal qui refusent aussi, parce qu'ils savent qu'il faut entretenir et que c'est casse-pied et que ça fait de l'ombre. Donc, c'est toujours c'est compliqué, hein. Il y a toujours dans l'agriculture, il faut prendre toutes les composantes. Donc moi je pensais qu'ils seraient ravis, c'est gratuit, c'est génial, pas tous. Bon, mais enfin il y en a quand même à qui ça plaît beaucoup et qui sont contents. Voilà. On a aussi, on essaye tout, vous savez, de tordre les branches et de les tresser, et puis de ne pas bouger les sols, hein, puisque il paraît que retourner les sols c'est plus à la mode maintenant. Sauf que quand l'herbe pousse, alors il faut mettre de la paille. Et puis nous, je peux vous montrer, ça a carrément gelé, quoi. Le carré de la parcelle où on a fait ça, la paille, ça garde l'humidité. Et quand il fait froid, à Bordeaux, c'est pas le midi. Hein. Rien n'est simple. Mais il y a des choses bien. Par exemple, faire bronzer les vignes, le UV Booster, ça marche bien, ça. Oui, ça c'est une nouvelle technologie. On a trouvé qu'en faisant bronzer effectivement nos vignes, elles n'attrapent pas le mildiou, en tout cas beaucoup moins. Et ça a l'air de marcher. Il faut passer assez vite avec des panneaux qui projettent des lasers. Ah oui. Et ça ne fait pas comme des plantes vertes, mais ça grossit un peu le feuillage, puisque ça leur donne au mois d'avril, quand c'est parfois la saison des pluies, ça leur donne un peu de boost. Voilà. D'accord. Et alors, c'est assez coûteux, c'est assez compliqué. Il faut des lunettes noires, nous qui sommes toujours à vélo. On fait attention à pas les croiser. Enfin bon, il y a des choses qui marchent. On a utilisé aussi des plantes pour
sortir le cuivre du sol. Détoxifier, oui. Voilà, pour détoxifier les sols, parce que Mais quand on ils est sont pas bio, on toxiques dans utilise le sol. effectivement du cuivre, et donc il faut aller le chercher de temps en temps. Ça, c'est un peu compliqué, mais on s'est lancé là-dedans aussi, avec des startups locales. Voilà. Oui, c'est ça, parce que vous faites aussi appel, enfin, vous êtes toujours cet esprit d'aller chercher des jeunes, des entreprises, des startups, qui viennent expérimenter sur le vignoble. Le meilleur de la tradition et le meilleur de la technique. On essaye de jouer sur plusieurs tableaux. Alors ça nous brouille un peu notre image parfois, parce qu'on nous dit oh c'est l'éco-dalie, c'est le no-tourisme. En fait notre passion c'est quand même la terre. Hein. C'est pas, c'est vraiment c'est le terroir qui fait quand même la différence. Hein, parce que qu'est-ce qu'un grand vin? C'est la climatologie, c'est les cépages. C'est le travail, la passion d'une équipe dans la vigne comme dans les chais. Et puis, c'est le génie du lieu, quand même. Ah, c'est fondamental. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous avez su que... Enfin, est-ce qu'il y a un moment où vous avez su que ça y est, vous teniez votre domaine, vous saviez que vous étiez sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, où vous avez dit, ça y est, c'est bon, on est sûr de nous, on y va, on continue sur cette voie-là? Ou pas du Daniel, tout? il était toujours sûr, non, je crois. Non, moi pas. Non, disons que la solution, enfin, ce qu'on a recherché, c'est-à-dire la qualité ultime et essayer de monter dans la hiérarchie malgré les strates qui figées. sont nombreuses, et les haies qui sont difficiles à passer à Bordeaux. C'est une stratégie qui a payé depuis le début. Alors, doucement au début, mais on s'est fait repérer par les marchands, par les négociants, par les journalistes. Et effectivement, on a senti que nos efforts étaient chaque fois récompensés. Et on a pris de plus en plus confiance. Alors on s'est dit, mais dans le fond, on est tombé sur un terroir fantastique. Et je le pense de plus en plus d'ailleurs. C'était un peu par chance, parce qu'au début, effectivement, mis à part le fait qu'on avait payé Smith Lafitte très cher, départ, tout le monde riait en disant qu'est-ce que c'est fou qui ont acheté ce terrain si cher. Eh bien, écoutez, ça a été, je pense, la meilleure décision, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de limite à notre progression. On peut encore continuer. Et chaque fois qu'on se lance pour essayer de parfaire et qu'on réussit, ben ça marche. Pour comprendre un terroir, quand même, il faut 10 ans, moi, je crois. Hein, parce que, à peu près, oui. Ouais. Michel Serres le dit d'une manière très poétique. Vous savez, quand il dit ne traversez pas la vigne comme un distrait passerait la mer, il n'y verrait que du vert, là où l'autre n'y a vu que du bleu. Et je trouve que c'est très vrai, parce que aujourd'hui, quand on se balade à vélo, moi j'aime bien faire ça dans d'autres vignobles, parce qu'on voit vraiment comment les gens travaillent. C'est ça, c'est le bon rythme, c'est la bonne... Si c'est griffé, si c'est labouré, si c'est chimique, si ça l'est pas, si c'est en conversion, et dans le Midi c'est encore plus riche, parce qu'avec les gobelets, enfin, puis les tailles... C'est vrai que c'est assez passionnant. En 2014, vous rachetez, alors avec la famille Moulin à Ouzé, 4 propriétés, donc à Beauregard notamment, et Bastor-la-Montagne à Sauternes. Et dès que vous rachetez, vous voulez révolutionner la consommation du Sauterne. Oui, mais il faut pas être trop en avance, hein, parce que moi, quand j'ai fait Sauternes on the Rocks bien avant la mode, puisque c'était en 14. C'est ça. Et ça, c'était beaucoup trop en avance, parce que on a fait ça avec le second vin de Bastor, et la première année, ça marchait très bien. C'est-à-dire que moi, j'allais voir tous les mixologistes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, et on voulait carrément, on me dit c'est pas, on voulait carrément battre Spritz, Aperol, ces trucs orange qu'adorent les jeunes, là, qui sont épouvantables. Et donc, effectivement, c'était vachement meilleur. Sauf que la matière première était quand même plus coûteuse.
Et on ajoutait du Perrier, on mettait 2 gouttes de citron vert. Essayez les jeunes, vous verrez, ça fait des cocktails magnifiques. C'est très très bon. C'est très très bon. Le problème, c'est que, et moi je suis arrivée, alors moi, grand-mère qui allait chez Castel, parler à des gars qui avaient des os dans les cheveux, enfin des trucs, des anneaux partout, incroyable, mais qui était en même temps passionnant, qui allait à la manœuvre. Hein, quand je voyais ce qu'ils faisaient, c'était bon. Donc, on a réussi à avoir les costes, on a réussi à faire une percée avec ce sauce Sauterne. On a déposé le nom, Sauterne, qui était un joli nom, on a fait un joli packaging. Et là, c'était l'année 1. Et l'année 2, j'ai dit, ben, on repart. Et là, ils m'ont dit, mais puisque j'étais devenue copine avec eux. Alors, Florence, où sont les majorettes, où sont les goodies, parce que Apérol dépense 1 million sur la France seule de cadeaux, quoi. Nous, on était hors du coup complet. Et les spirits, normalement, ça a beaucoup, des cocktails, ça a beaucoup de marge, il faut faire bouger, quoi. Et là, Daniel m'a dit, écoute, tu reprends ton ancien métier, tu vas nous porter tort à Smith. Il avait raison. Tu vas nous porter tort à Smith Lafitte parce que l'Ursalus, qui nous aimait bien jusque-là, a dit là, vous allez être fan jamais ennemi, de glaçons dans mon Ikem. Enfin, c'était horrible. Il y a des blogueurs qui vous nous lui ont avez fait tomber les insultés. cheveux, là. Et ils avaient raison. On touchait pas au grand vin. Bastor-la-Montagne, c'est pas un premier cru. Mais nous, on était allé chercher la famille Moulin-Ouzet parce qu'on voyait ce Pomerol qui nous plaisait beaucoup, mais on n'avait absolument pas les moyens de l'acheter. Donc, on est devenu petit minoritaire avec eux, mais on les a aidés à remettre à flot Beauregard, qui est un très très beau château. C'est vrai. Et qui fait du beau Pomerol maintenant. Et 8 ans après, donc vous avez revendu Bastor-la-Montagne. Ça, c'était à Granchet-de-France. Ouais. 8 ans après, quel regard vous portez? Alors, non pas sur Bastor-la-Montagne en lui-même, mais sur Sauterne, on voit une crise qui se prolonge. Est-ce que vous le gardez toujours un œil dessus et est-ce que vous envisagez, est-ce que vous imaginez des solutions? Moi, j'adore le Sauterne, donc je ne suis pas tout à fait objectif sur la question. Moi, je préfère le rouge. Ça me plaît. Mais effectivement, c'est un secteur compliqué. C'est un vin qui est moins à la mode qu'il n'a été, bien évidemment. Est-ce que ça peut revenir dans le sens de l'histoire? Je ne sais pas. On verra, mais ça sera long et compliqué quand même. Oui. Ouais. C'est dommage parce que quand on va en Allemagne, les vins de glace, ça marche, quoi. En Autriche aussi, c'est un peu plus de fraîcheur peut-être. Sauterne, c'est tellement riche. C'est très opulent. Oui, mais c'est tellement bon. Ils ont essayé aux sources de Caudalie de proposer à la place d'un dessert un verre de Sauterne. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que vous avez le pâtissier qui est vexé, vous avez les gens qui disent ah bon, et puis quand ils prennent un Sauterne et un dessert, ça fait sucre plus sucre. Enfin, rien n'est simple. Et ils ont essayé. Les Sauternais sont allés en Chine avec des chefs étoilés. Les Chinois n'ont pas accroché. Il y a les Américains qui aiment bien ça. Parce qu'ils n'ont pas peur des calories. C'est ça. On est arrivé un peu trop tôt. On a pris des solutions peut-être un peu trop radicales. Mais il faut du temps. Mais rien n'est perdu parce que c'est un vin tellement exceptionnel que... il ressortira tout le temps. Et aujourd'hui, ils font Sauterne on the rocks. Ils essayent de faire des apéritifs, ils font tout ça. Et ils se font pas massacrer. Moi, j'étais vraiment... vous avez pris les coups avant tout le monde. Ouais, mais c'est comme quoi il faut pas... je crois que c'est Marx qui disait, hein, il faut marcher un pas avant le goût du peuple. Pas deux. Mais moi, j'étais peut-être 3-4 en avant. C'est ça. Et bon... C'était pas le peuple non plus pour le Sauterne, mais enfin, c'est une mauvaise comparaison. Mais ils vont mal le prendre. Il ne faut pas être en avance. Et Bordeaux qui subit une forme de bashing aussi, c'est quand même pas facile pour Bordeaux. Comment vous le regardez? Parce que vous n'êtes pas bordelais. Même si vous êtes installé depuis 30 ans maintenant, vous êtes bordelais quand même. Un petit peu. Mais comment vous regardez ça, cette image que véhicule Bordeaux, qu'on veut donner à Bordeaux?
Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre parce que je trouve que les vins de Bordeaux n'ont jamais été aussi bons. Ouais. On trouve à Bordeaux exactement ce qu'on veut à tous les niveaux et dans des rapports qualité-prix qui sont tout à fait Abordable. abordables. Quand On voit effectivement la Bourgogne, la manière dont flambent les grands vins. Mais Il y a de la place. quand on va au restaurant, hein, et même chez notre fille et notre gendre, hein, quand on voit les sommeliers, ils n'ont pas envie de servir des classiques que tout le monde connaît. Ils ont envie de faire part de leur découverte, parce que là, ils deviennent les acteurs. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut les reconquérir. Alors, on est en train de lancer avec tous les crus classés de Graves, là, on va lancer Some Days, les jours des sommeliers. Et on les invite, les Anglais, les Européens, et puis les Français aussi. Mais à redécouvrir on les invite parce qu'on s'est aperçu que c'était assez facile pour nous, puisqu'on n'est pas loin, et ils peuvent déjeuner chez l'un, dormir chez l'autre, faire le gala des sommeliers. On a lancé ça, et à partir d'avril, ça a l'air de bien prendre, ce truc-là. On va essayer, parce qu'il faut les convaincre que Bordeaux, c'est énorme, il y a tout dans Bordeaux, c'est un monde en soi. Là, je parle beaucoup de la rive gauche parce qu'on est rive gauche, mais depuis qu'on est à Beauregard, moi j'ai découvert la rive droite, et Pomerol, Saint-Émilion, c'est Sylvie qui pourra en parler, mais c'est presque un autre monde. C'est magnifique, le Bordelais, et c'est accessible, hein. Par rapport à la Bourgogne ou par rapport à la Napa-Vallée, même les grands crus ne sont pas chers comparés aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, les journalistes ne le disent pas assez. Mais j'ai mes deux oreilles ouvertes. Et en 2020, juste avant le Covid, vous avez décidé de traverser l'Atlantique pour aller acheter une jolie propriété dans la Napa, au pied des Mayacamas, avec 100 hectares de forêt. En fait, c'est un petit peu un Smith bis. Un Smith à la verticale. Un peu la verticale, voilà. Mais il y a les forêts autour, il y a la vigne d'un seul tenant, 25 hectares. C'était un dernier défi, vous vouliez... Non, on ne pensait pas ça, mais je crois qu'on a fait affaire à un vendeur très habile, parce qu'il est arrivé à un moment où ça marchait bien pour nous, quand on n'avait plus de dettes, ça tournait bien, Smith Olafite. Et il avait vendu du Smith Olafite avant qu'on s'installe, à l'époque Eschenauer. D'accord. Et il nous connaissait un petit peu. Et il a dit, les Catiards, c'est pas sur le marché, c'est one block, c'est vraiment historique, ça ressemble à Smith Olafite, venez voir. Et le problème des coups de foudre, c'est que ça vous fait faire des folies, quoi. On est tombé amoureux, on a acheté, et puis le Covid, on avait un billet pour revenir le 15 mars 2020, le Covid est arrivé le 13 mars, terminé. Pendant 14 mois, on n'a pas pu y aller, il nous est arrivé les pires problèmes. On ne va pas détailler là, mais c'est vrai que vous avez un peu galéré. On a tout eu, depuis le comptable qui n'était pas bien honnête, là, en passant par le consultant qui nous a piqué l'Américain qu'on avait formé et envoyé, parce qu'on pouvait envoyer qu'un Américain, avec numéro 2 et numéro 3 dans les chiens. On n'avait plus personne, enfin c'est un désastre. Et qui a dit, oui, je ne vous demanderai pas d'honoraires. Il nous avait piqué les 3 qui faisaient 20. Enfin, et tout ça à distance, bien sûr, à 9000 km. Enfin, on a compris ce que c'était qu'être absent d'un nouvel achat. Parce que là, les vautours arrivent et puis c'est un désastre. Ouais, FaceTime n'était pas suffisant. Pendant 14 mois, on n'a pas pu mettre les pieds sur la propriété. Et la propriété n'était pas en état parfait, loin de là. C'était un peu comme Smith Olafite, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et donc, ça a été compliqué. C'est une propriété, pour information, qui date de 1885. Oui, ce qui pour eux est le Moyen-Âge. Hein. Voilà. C'est historique, chez eux, c'est historique. C'est historique. Et c'est beau, c'est à Rutherford, et qui est Rutherford, Oakville, c'est des grandes appellations.
Donc on a cassé la tirelire, on est re-endetté à nos âges canoniques, mais bon, on a des enfants qui marchent bien, on se lance un dernier défi. Alors on n'avait pas trop intuité le décalage horaire et le Covid et les masques pendant les heures d'avion et tout ça, enfin bon, mais c'est beau. Quand on arrive là-bas, waouh, c'est... Alors on va pas y aller trop parce que notre cœur, notre âme, ça reste à Smith-Solafite. Ça, c'est clair. Mais on a installé une jeune femme qui est, moi je l'appelle Mini Fabien parce qu'elle est comme lui, ingénieure agronome, œnologue. Elle a été formée 2 ans et demi chez nous, il voulait la garder. Et elle est partie à 28 ans là-bas en disant mais moi j'ai vinifié une fois en Napa et je vais leur montrer ce que c'est que la French Touch. Enfin, elle est pleine d'ambition et je crois qu'elle va réussir, moi. Elle a un grand terroir et elle en veut, hein, et elle bosse. On l'appelle tous les soirs. Ouais. Et mais justement, aujourd'hui, vos filles, alors elles sont chacune de leurs activités, mais est-ce qu'elles suivent quand même oui. Vos pérégrinations donc aux États-Unis, mais l'évolution de Smith On a réussi à avoir toute la famille à Noël. Et on a un peu, pas tapé du poing sur la table, mais presque, hein, en leur disant quand même qu'on voulait plus de synergie, plus d'intérêt, parce que elles ont vite fait de dire « Oh, c'est un parfait métier de vieux, le vin. » Voilà. et donc, je crois quand même qu'elles comprennent que c'est la racine. Et ce qui est étonnant, c'est que les petits-enfants, qui ont quand même entre 12 et 20 ans, on a des grands petits-enfants, parce que c'est allé assez jeune chez nous, puis on est vintage, ils ont compris que c'était très important pour eux. Smith-Solafite. Là, Napa Valley, ils ne sont pas allés voir. Enfin, il y en a qu'un qui a vu. Alors, ça ne suffit pas. Et dans les petits-enfants, il y en a qui s'intéressent au vin un petit peu ou pas? Oui, ça commence là. Ça commence. Ils se rendent compte que quand ils amènent des copains, ils sont impressionnés quand même. Et quand ils visitent, qu'ils voient le travail, c'est un peu... En ce moment, on essaye de faire une miellerie. Et ben, quand on fait... Parce qu'on a 10 ruches. Bon, on en a 9, en fait, parce que les frelons asiatiques, c'est dramatique. Mais on a tout essayé, hein, et ils en ont quand même torpillé une cette année, hein, mais c'était 3 l'an dernier. Enfin bon, on va peut-être y arriver. Mais on se rend compte que le miel, on comprend que c'est cher, le miel. C'est un vrai travail, c'est énorme. On fait notre propre miel, on va en faire un peu une miellerie école. Et donc, c'est ce dont se rendent compte les copains de nos petits-enfants quand ils viennent voir le vin. Pour eux, c'est un verre, quoi. Là, ils se rendent compte que c'est autre chose. Ouais. Ah, c'est tout un écosystème autour. Et que c'est pas la tequila frappée qui va les exciter. Non, c'est autre chose. C'est bienvenue dans un monde civilisé. Et écoutez, en tout cas, merci infiniment. On a fait un excellent entretien, donc je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle. Et des questions nombreuses, à mon avis. Donc n'hésitez pas. Alors je vais pour des questions techniques, parce que vous avez vu qu'avec le Covid, on ne peut pas faire circuler un micro. Donc vous allez parler à voix haute et intelligible, mais je vais quand même la répéter parce que comme c'est enregistré, notre conférence est enregistrée, je vais répéter chaque question pour que ce soit audible au niveau de la caméra. Donc ne soyez pas étonnés, c'est pas qu'on est sourd, c'est parce que simplement c'est pour que ce soit entendu au niveau de l'enregistrement. Voilà. Alors, les premières questions, levez le bras et on va voir. Voilà, jeune homme. Alors, est-ce que vous auriez des conseils pour des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la viticulture, des jeunes? En ce moment, c'est très à la mode, mais nous, on avait quand même les moyens de nos ambitions. Et ça, c'est quand même important, parce que quand on part dans un domaine pas très haut de gamme, mais l'image de marque, ça compte quand même. Et dans le Bordeaux, il y a du monde. Il y a des très bons Bordeaux, mais il faut lire la RVF qui est sortie hier, parce qu'il raconte justement comment les jeunes peuvent arriver à se lancer et comment ils peuvent faire une percée. Ouais, changer de vie pour devenir vigneron. Ouais, c'est... 30 pages dessus.
Non, non, mais franchement, moi j'ai lu ça. J'ai surtout retenu les histoires sur la flavescence dorée parce que enfin il y a quelqu'un qui prend ça en compte et je trouvais que c'était bien. Mais c'est autre chose, ça, c'est technique. Mais sur les jeunes, je me suis dit, ça leur dort pas trop la pilule, c'est assez réaliste, c'est bien parce que. On a voulu faire quelque chose d'assez réaliste et pas trop Marguerite et trop idéalisé en fait. Les gens pensent que c'est facile, une vigne ça pousse tout seul, ça donne des raisins et il suffit de mettre dans le tonneau et ça donne du vin. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup de travail, c'est de l'exigence, mais c'est payant. Et donc on a voulu essayer de traduire du mieux possible, fidèlement possible, ce que c'est que de changer de vie pour devenir vigneron. Ouais. Moi, mon premier conseil serait choisissez bien votre partenaire de vie. Parce que si vous êtes tout seul et que ça ne plaît pas à l'autre, alors là, vous allez déguster. Parce qu'on en a vu des gens qui ont fait 3 petits tours et puis ils s'en vont. Parce que dans les vignes bordelaises, même avec certains, ça c'est même pas un problème de moyens, mais si ça passionne l'homme et que ça plaît pas à la femme ou l'inverse, c'est dur de garder un couple parce que c'est tellement prenant. Ah, c'est vraiment une histoire de couple. C'est vrai. D'autres questions ? Madame ? Alors, qu'est-ce que vous conservez des qualités du sportif de haut niveau dans votre métier d'aujourd'hui ? Tout. Tout sans exception. C'est-à-dire que faire du vin, c'est une grande compétition. Compétition mondiale à laquelle on ne peut pas se soustraire. Et donc, tout ce qui fait la valeur d'un grand sportif, ce grand sportif, il faut des bons muscles, c'est sûr. C'est moins nécessaire peut-être pour la viticulture, mais en tout cas, dans l'état d'esprit et dans le quotidien, c'est exactement la même chose. La ténacité peut-être. Oui, il faut de la ténacité. Un mental. Puis prendre des coups et se relever. Il faut vouloir avancer, il faut vouloir faire bien, il faut vouloir faire mieux. Il ne faut jamais se lasser parce que c'est compliqué la compétition. On prend des coups sans cesse. Et dans la viticulture aussi. Qui viennent de la nature et qui viennent des concurrents, qui viennent de partout. Soit je gagne, soit j'apprends. Hein. C'est pas un sportif, c'est Mandela, mais c'est pareil dans le sport. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, tout en haut. Alors parlez fort, hein, parce que là vous êtes très très loin. À qui vous posez la question ? On n'a pas les mêmes. Alors, quel est votre meilleur millésime en blanc et en rouge ? 17 en blanc, 15 en rouge. Ouais, et moi, en blanc, je lui laisse parce qu'il est meilleur que moi sur les blancs. Mais en rouge, je réponds 10, 16 et 20. On a la chance à Bordeaux, depuis quelques années, de faire des vins régulièrement de très haut niveau. Enfin, oui, on a une succession de grands millésimes. Ouais. Les grands millésimes se succèdent. Le réchauffement climatique, pour l'instant, nous favorise. Il faudrait qu'il reste là, quoi. Hein. Et favorise la qualité. Bon, il faudrait que ça s'arrête parce qu'effectivement, on arrive avec des niveaux d'alcool qui commencent à devenir forts. Mais l'ISVV va nous aider, là, non ? Mais les derniers millésimes sont formidables. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y en avait une par là. Monsieur. Ah ben, j'ai pas vous. Ah oui, non, on l'a pris. C'est George Smith qui a fait ça. George Smith, c'était un drôle de gars qui est arrivé en 1739, qui a construit la Chartreuse 18e. C'est la seule pièce d'architecture propre où les propriétaires successifs n'ont pas... Et nous, on s'en est pas privé non plus, mais quand vous visitez le château, il y a du 14e, il y a du 17e, il y a du 18e, du 19e, du 20e, il y a tout dans ce château. Par contre, notre Chartreuse, qui est au milieu des vignes aussi, mais un peu à l'écart, elle a été construite par George Smith, qui était très organisé avec sa femme en Écosse, à Perth.
son business à Bristol et sa maîtresse à Bordeaux. Et je peux vous dire qu'à l'époque, il faisait les choses sur bien, hein, parce qu'on a 4 salons en enfilade et ça a beaucoup d'allure. Et alors, il aimait beaucoup sa maîtresse. Il n'a pas osé, il a gardé les fleurs de lys qui dataient de Verrier-du-Bosc, qui était le premier propriétaire, donc en 1365. Il y a une parcelle qui s'appelle Valois, là où il y avait Verrier-du-Bosc. Alors, était-il apparenté? On ne sait pas trop. Et puis, peut-être que les fleurs de lys, ils aimaient bien se mettre ça. Enfin, je ne sais pas. Et lui, il s'est rajouté dessus avec ce que vous appelez un bâtiment. En fait, c'est un lambel héraldique qui veut dire qu'il était le 3e fils de la famille. Et James Smith avait 3 Smiths. Et il a 3 tours. Il aurait pu n'en avoir qu'une au milieu ou 2. Mais il était le 3e. Alors, d'après d'autres héraldiciens, ça voudrait dire aussi qu'il avait beaucoup de biens. Parce qu'il y a 2 versions, là. Mais comme James Smith avait 3 fils, je ne sais pas. En tout cas, il est resté 10 ans à Smith-au-Lafitte, après avoir construit cette belle chartreuse. Et ensuite, on perd sa trace. Et il a dû retourner à Perth, je crois. Je ne sais pas. Il a épuisé sa maîtresse et il est reparti. Ou l'inverse. Avec les 4 salons, tout est possible. Hein. Une autre question. Il y avait une jeune fille qui voulait parler depuis un moment. Alors, là, à droite. Voilà. Alors, allez-y. Alors, comment étaient distribués les vins lors de l'acquisition et aujourd'hui, est-ce que c'est différent? À l'acquisition, c'était Eschnauer, qui était l'oncle Louis, il l'appelait. C'était le grand marchand de Bordeaux, le plus gros marchand de Bordeaux, qui a eu une vie avec des up and down parce que il était. Alors, il y en a qui disent qu'il a sauvé le port de Bordeaux parce qu'il était ami avec la commandature qu'il avait cerclé d'explosifs. Il l'a convaincu de ne pas faire exploser. Il y en a d'autres qui disent que c'était un affreux collaborateur. Enfin, ça, c'était pour sa vie privée, mais il vendait énormément de vins, dont Smith-au-Lafitte et Rosan-Ségla, parce qu'il possédait les 2. Et nous, on a changé ça, puisqu'il était en faillite quand on est arrivé. Oui. Et donc, on est passé sur la place de Bordeaux. Et alors là, on est pure player. C'est-à-dire que cette place de Bordeaux, que tout le monde critique, mais c'est comme la démocratie, hein, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Hein. Maintenant, tout le monde y vient. Les grands vins italiens, espagnols, américains, ils viennent à Bordeaux. Vous savez, la place de Bordeaux, c'est les Chartrons, où on dit que les Johnston ne parlent qu'au Barton, qui ne parlent qu'au Cruz, qui ne parlent qu'à Dieu. J'en oublie peut-être, voyez. Enfin, elle connaît ça mieux que moi, Sylvie Caz. Mais c'était des familles qui vraiment tenaient le haut du pavé à l'époque. Et ils ont créé cette espèce d'association des négociants qui, en 1855, a donné le classement du Médoc. Et d'ailleurs, celui qui a signé le classement, qui était maire de Bordeaux et président de la Chambre de commerce, c'était Lodi Dufour-du-Bergier, qui habitait à Smith-au-Lafitte. Il avait Gironville et Smith-au-Lafitte. Et il adorait Smith-au-Lafitte. Alors, moi, j'aime bien dire qu'il n'était pas jugé parti et qu'il ne nous a pas classés à cette époque. Mais alors, en fait, il paraît qu'on avait l'oïdium 1 an avant le Médoc. Et que seul Aubryon, qui vendait déjà ses vins beaucoup plus chers et qui était entouré déjà de murs, n'avait pas l'oïdium. C'est ce qu'avait écrit Dewey Macam, le chercheur américain. Donc on est sur la place et on bouge pas parce que on n'a pas les moyens, même avec un très beau château. Hein, c'est pour ça que les châteaux se vendent. Si vous regardez Yquem, une famille vit très bien sur un grand cru classé, 2 familles ça va. Après, quand il y a la 3e ou la 4e famille, quand il y a beaucoup d'enfants à Bordeaux, ce qui est souvent le cas, et qui voient un château illuminé le soir et eux, ils reçoivent 4 caisses en guise de dividendes, ça se vend à un moment. Et c'est vrai que nous, on est le plus petit chiffre d'affaires de notre famille. Alors que moi, je pense qu'on est les plus prestigieux. Il faut se rattraper. Hein. Alors, il y a des questions en haut. Alors, mademoiselle.
C'est pas moi qui vais répondre. Non, mais il faut répéter la question. Alors, comment ça se passe comment ça se passe pour vous, votre position par rapport au classement des crus classés de Pessac-Léognan et du Médoc, par rapport au classement de Saint-Émilion, où on voit qu'Angélus quitte le classement. Donc comment vous voyez ça? Est-ce que peut-être c'est un handicap d'être classé ou pas? Non, être classé à Bordeaux n'est pas un handicap. Loin de là. C'est effectivement un avantage, je le pense. Bon, ceci étant dit, on peut naviguer dans le classement, c'est-à-dire on peut transcender, on peut aller plus loin. Il y a des cinquièmes, linge-bage, qui se vendent au prix des seconds voilà, donc, et qui le méritent. Ça n'empêche pas, effectivement, et tous les critiques de vin sont là pour donner leur avis, avis qui est bien réel et bien actuel. Bien sûr. Parce que les classements, il y en a qui sont vraiment très vieux et il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Mais globalement, c'est une institution française et je pense que c'est un gros avantage bordelais, le classement. Alors tu ne parles pas d'Angélus, hein, tu me laisses la question difficile, quoi. On n'est pas obligé d'en parler. Question qui est un peu compliquée, c'est sûr. Oui, non, c'est compliqué. C'est parce que, comme vous le savez, Hubert de Boire était un peu jugé parti. Enfin, il a été accusé de l'être. Et c'est quelqu'un qui... C'est souvent comme ça à Bordeaux. Et je ne parle pas que pour lui, mais quand vous donnez beaucoup de votre temps à la collectivité, quelque part, vous avez envie d'en recueillir les fruits aussi. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Je ne vais pas m'immiscer là-dedans, parce qu'on connaît Hubert. C'est un très grand viticulteur. Je lui envie pas. Je pense que peut-être Figeac a un terroir qui est peut-être encore au-dessus. Donc, on voit arriver Figeac, sans doute, je pense. Ça serait logique qu'il soit dans les premiers A. Alors, est-ce que ça l'a fait réfléchir? Ceux qui ne doivent pas être très, très contents, c'est Ozone et Cheval. Hein, parce que, c'est ça. Bon. Après... Mais d'un autre côté, Hubert a une telle force, une telle puissance au feu. Moi, je m'en rends compte parce que nous, maintenant, on va dire qu'on a un orteil dans le luxe. J'estime que les super seconds et le premier, n'en parlons pas. Il y a un plafond de verre et c'est du cristal et de la magie. Hein, bon, mais je paie mes respects parce que c'est magnifique ce qu'ils ont fait pour Bordeaux, les premiers. Mais c'est un autre monde. Mais juste en dessous, là où on arrive maintenant, avec ça souffle fort le vent. Hein. Plus l'arbre est haut, plus le vent souffle. Hein. Et là, je me rends compte que nous, on essaye de faire des choses plus sophistiquées. On est reçu dans des cercles de grands collectionneurs auxquels on n'avait pas accès il y a 10 ans. Eh bien, à chaque fois, il y a Hubert qui vient de passer ou qui arrive. Hein. Il est très fort, très très fort. Et donc, s'il a calculé qu'il fallait sortir, ou sa fille qui est comme lui, c'est qu'il pense qu'il a gagné en faisant ça, ou qu'il va perdre en restant. Je ne sais pas ce qu'en penserait Sylvie, mais elle ne va pas se mouiller. Après, c'est deux modèles différents. Vous avez le classement de Saint-Émilion, c'est révisé tous les 10 ans, ce qui génère une compétition, une concurrence énorme. Alors que dans les Graves ou Médoc, ce sont des classements qui sont plus figés, qui sont installés dans le temps. Donc il n'y a pas la même contrainte. Donc c'est vraiment... quand on est classé en 1855, on n'a pas envie de sortir du classement. On ne voit pas un seul château qui a envie de se dire « Ah non, mais je peux être classé 1855 ». À Saint-Émilion, c'est plus délicat parce qu'effectivement, c'est remis en jeu tous les 10 ans. Mais donc c'est deux cas d'école. C'est la deuxième fois où il y a quand même des problèmes. Pomerol, ils sont contents. Hein. Ils ne sont pas classés, ils regardent ça. Ouais. Alors, il y avait une autre question à côté. Ouais, jeune homme, ouais. Ah, qu'est-ce que vous pensez des vins nature? Vous qui êtes avant-gardiste. Il faut les boire vite. Très vite. Très, très vite. Parce que c'est une jolie tendance pour les jeunes, parce que c'est frais, mais alors moi, je veux voir le vieillissement. Hein. Normalement, nos grands vins sont des machines à remonter le temps. Le millésime, c'est du temps en bouteille. Hein. Et là, je ne sais pas, mais les vins nature,
ce qui vraiment mettent pas de soufre. Alors il n'y a pas de règle, hein. Nous, la certification bio, c'est hyper sérieux. C'est même un peu étriqué, je trouve. Enfin, bon, mais ça existe. Là, il n'y a pas de classement, hein. Nous, on peut se dire vin nature parce qu'on met 30 fois moins de soufre en étant bio et de cuivre que n'en mettait Eschnauer, qui avait la main lourde, hein. Oui. 30 fois moins. C'est ahurissant quand on retrouve les vieux cahiers. Il n'hésitait pas, quoi. D'ailleurs, il y a des vins qui sentent encore un peu le côté métallique des vins des années 70. Alors, les natures, moi, le peu que j'ai goûté, je suis parti en courant, mais j'en ai pas goûté énormément. Une question tout en haut. Alors, allez-y. Alors, l'avenir à l'export, il se Ça, fait c'est où? une sacrée question. Parce que l'Amérique, c'est quand même le plus gros marché d'export aujourd'hui. Et les Américains malins, eh ben, ils aiment les grands Français, ils aiment les grands Bordeaux. Alors aussi les Bourgognes, mais ils aiment les grands du vin. Ils n'ont pas le problème de se dire c'est mieux chez nous, même s'ils achètent des vins très chers chez eux. Et on comprend depuis qu'on fait du vin là-bas pourquoi c'est si cher. Tout coûte 3 fois plus cher là-bas. Donc c'est normal que les vins ils finissent 3 fois plus cher sur l'étagère. Mais bon, mais ils sont bons aussi, ils ont des qualités, hein. Mais nous, on aimerait bien que la Chine se réouvre, parce que pour l'instant, ils sont en train de faire des énormes paquets de vins, certes moins bons, mais pas mal quand même. Ils font des progrès, ils ont beaucoup d'œnologues français. Et alors eux, ils sont très chauvins, hein, les Chinois, pour l'instant. Donc je pense que Bordeaux a une carte en Chine, puisque pour eux, les grands vins, c'est Bordeaux, hein, mais ils en achètent encore. Mais on se demande ce que va faire Chi, parce que c'est quand même... alors là, c'est même pas Jupiter, c'est dictatorial, quoi. Je sais pas, hein, on va voir. Et l'Allemagne se réveille bien. L'Allemagne qui n'aimait que les voitures et qui achetait que des petits Bordeaux. Alors nous, ça a été une découverte pour nous, là. La Belgique, on aimerait qu'il y ait deux Belgiques parce que c'est tout petit, mais ils adorent les bons vins. La France s'est réveillée et l'Allemagne. Ça a été les deux réveils de cette année pour nous dans nos ventes de vin. Allez, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou on va passer à la dégustation, parce que je vous rappelle qu'il y a une dégustation après. Quand même votre saison préférée en tant qu'amoureux de la nature? Alors, quelle est votre saison préférée dans les C'est l'automne. L'automne, c'est sûr, parce que c'est le fruit de notre vendanges. travail, bien sûr. Notre travail. Moi, j'aime bien l'hiver. L'hiver, c'est un peu triste, mais Ouais. Il y a des belles lumières. il y a des lumières magnifiques. Ouais. Ouais. Ça, c'est les cieux d'Aquitaine. C'est incroyable, les lumières d'Aquitaine, hein. C'est le plat qui donne ça, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai découvert les nuages et le grand ciel en venant ici, parce que on s'est connus. Moi, je venais des Alpes du Sud, lui des Alpes du Nord, mais il y avait des montagnes, hein, partout, puisque on s'est connus par le ski, puisqu'on était les seuls à faire des études à l'époque. Je vais prendre la dernière question qui était... Combien Alors, on recevez-vous reçoit de visiteurs? entièrement sur rendez-vous. Si je compte les 6 mariages qu'on fait par an, et si je compte les grosses les congrès qu'on reçoit, on arrive à 20 000. Mais si je compte ceux qu'on essaie de voir et qui sont des individuels isolés, c'est plutôt du 4-5 000. Et on ne veut pas plus. On veut même réduire un peu. Et c'est vrai que nous, quand on vient ici, on vient avec des visiteurs étrangers. Parce que pas assez souvent. C'est un peu loin pour nous. Mais oui, mais on vous en envoie beaucoup. Mais de temps en temps, on les accompagne. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Je pense que tout le monde s'est régalé. Donc on va passer à la dégustation. Merci à la technique pour le diaporama et tout ça, pour que vous ayez pu voir des images de Smith, Daniel et Florence. Merci infiniment. Vous avez pu mettre en plus...
Et donc maintenant, place à la dégustation. Je vous retrouve maintenant pour un autre grand entretien le 29 mars avec un non bordelais cette fois. Un homme de la vallée du Rhône, un peu truculent, vous allez voir, c'est Michel Chapoutier. Donc le 29 mars avec Michel Chapoutier. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très beau début d'année. Merci à vous et au 29.